D'abord, je voudrais remercier Pauline Dubuisson d'avoir organisé cette rencontre. Remercier Philippe Veil, qui est l'éditeur des deux témoignages, celui d'Henri Rosen et celui de Nicolas Roth. Et on va essayer de présenter ces deux témoignages et donner la parole à l'un et à l'autre en essayant de comparer ou de faire écho l'un à l'autre, ce qui ne va pas être facile. Parce que vous voyez tout de suite que les deux témoignages ne sont pas exactement de même nature. Ce qui ne veut pas dire que l'un est moins intéressant ou moins riche que l'autre. Mais Henri Rosen était un enfant au moment où la Pologne a été envahie par l'Allemagne en 1939, et il était encore un enfant quand la guerre s'est terminée. Si bien qu'il n'a de souvenirs que des souvenirs d'enfant, c'est-à-dire des souvenirs lacunaires, qui rendent compte d'un itinéraire qui en plus est tellement hors norme qu'il ne peut pas s'appuyer sur les nombreux autres témoignages pour aider sa mémoire. Donc on verra en quoi c'est hors norme. Donc d'un côté, un enfant qui a survécu en nomadisant à travers la Pologne, en passant d'un ghetto à un camp de travail, en ressortant du ghetto de Varsovie, il le racontera lui-même. Et de l'autre côté, quelqu'un qui vit dans la province, en Hongrie, à Debrecen, qui, au moment où commence la guerre, mais la chronologie n'est pas la même pour la Pologne et pour la Hongrie, est un jeune adolescent et qui, au moment où se termine cette guerre, est un adolescent ou un très jeune adulte. Nicolas Roth, en plus, a consacré de très très nombreuses années à l'histoire des Juifs de Hongrie, si bien que son récit est nourri aussi de toute une connaissance qu'il a acquise au cours de ces années de militantisme, on peut dire ça, à Yad Vashem France, et d'intérêt qu'il a porté à l'histoire des Juifs de Hongrie. Ce qui frappe peut-être le plus, mais on en reparlera quand on lit ce récit, c'est à quel point la situation des Juifs hongrois est si peu modifiée, même si elle l'est, jusqu'au moment où le commando Eichmann arrive en Hongrie, le 19 mars 1944, à quel point, à partir de ce moment-là, ça va très très vite. Alors, je vais peut-être vous poser à l'un et à l'autre une question avant que l'on s'appuie sur un certain nombre de photos pour que Henri Rosen, d'abord, puis Nicolas Roth, racontent une partie de l'histoire. Une partie parce que, si vous voulez, toute l'histoire, il suffit d'acquérir les témoignages. Je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire. Et ils seront donc en vente à la fin. Donc la première question, c'est pourquoi écrire ces souvenirs? Donc je vous pose la question à vous en premier. D'abord, les enfants me l'ont demandé. Je me suis retrouvé devant un vide et les choses se sont remontées. Et le fait de commencer de les écrire, ça m'a soulagé, ça m'a apporté un bien-être en même temps. Voilà. Mais ce que je voudrais dire tout d'abord, parce que je me trouve en compagnie de M. Roth,
qui est d'origine hongroise. C'est un souvenir un événement que je n'ai jamais oublié, mais le fait que je me trouve avec lui me revient. Nous étions en évacuation de Buchenwald à Theresienstadt, et dans notre wagon où il n'y avait que des enfants et mon grand-père, je me rappelle avoir observé un garçon toujours à l'écart, seul. Personne ne lui parlait. Et je me rappelle, on disait qu'il est hongrois, il ne parle pas le yiddish. Donc il a été laissé un peu à l'écart. Et un matin, nous l'avons trouvé mort. Et c'est le seul enfant qui n'a pas survécu du wagon. Voilà. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que je n'ai pas oublié, qui me suit et qui fait partie des souvenirs qui sont restés bien imprégnés. Je le vois bien, je vois son visage, alors que j'ai oublié tellement de choses. Un visage triste, légèrement roux, et très, très à l'écart. Et je pense que nous avions... Enfin, je porte ça comme une espèce de mauvaise conscience de l'avoir laissé comme ça. Mais enfin, voilà, à ce moment-là, nous étions seuls. Et chacun était préoccupé, mais je l'ai tout de même remarqué et je l'ai mémorisé. Voilà. Nicolas, pourquoi ces souvenirs? Les souvenirs qui se trouvent dans ce livre viennent qu'il y a plus de 20 ans, j'ai été accompagné par ma fille aînée au cinéma pour voir un film que vous connaissez probablement, qui s'appelait Shoah de Lanzmann, qui était une projection qui durait assez longtemps. Et je me rappelle très bien, quand on sortait de cette projection, ma fille qui m'accompagnait a dit « Mais papa, pourquoi tu ne écris pas tes souvenirs ?» Je lui ai pas promis quoi que ce soit, mais ça m'a travaillé. Et au bout d'un certain temps, je ne sais pas combien de temps, je me suis mis à écrire, c'est-à-dire j'ai été en activité dont je ne pouvais le faire que pendant les week-ends et pendant les vacances. Et encore, pas toujours. Mais soigneusement, j'ai mis dans mon sac de voyage des feuilles blanches, je me rappelle, au cas où j'ai l'occasion de me mettre à table, que j'aille des feuilles pour écrire. Je crois que j'ai mis plus de 2 ans pour écrire, et c'est accumulé dans le bas de l'armoire, parce qu'en revenant de week-end ou revenant de vacances, j'ai vidé le sac, et dans le bas de l'armoire, je me rappelle, c'est s'accumulé, il y avait un énorme tas. Et un jour, on m'avait demandé au Yad Vashem où je travaillais, est-ce que vous n'avez pas marqué, écrit quelque chose sur votre vécu en déportation? Et j'ai répondu, si, je dois avoir une certaine quantité. Et puis j'ai regardé, il y avait 655 pages feuillées. Et la personne qui s'appelait David Amar, qui venait de Fondation de la Shoah, il a essayé de me persuader de faire éditer. Bon, mais je ne sais pas quelle était ma réaction. Alors, pour me convaincre, il m'a envoyé un livre qui était édité auparavant, de cette série-là, et un autre bénévole au Yad Vashem qui travaillait à côté de moi m'avait dit, écoute, bien sûr, tel qu'il est écrit, manuscrit, c'est pas facile à lire, mais tu laisses chaque semaine dans mon casier 10-15 pages et tu vas retrouver dans le tien 8 jours après, parce que je travaillais le mercredi, elle travaillait le mardi. Et c'était comme ça pendant près d'1 an, et à la fin, j'avais les feuillets tapés à la machine. Mais avant de lui donner, j'ai relu
Et puis j'ai trouvé là-dedans des répétitions, beaucoup, parce qu'il est arrivé quelquefois 2-3 mois que j'ai rien écrit. Et puis pour retrouver mes pensées, j'ai relu les 2 dernières pages. Mais quelquefois, j'ai raconté auparavant, donc il y avait beaucoup de redits là-dedans que j'ai, avant de donner à mon collègue, j'ai barré. Et puis, au bout d'un an, c'était tapé à la machine et j'ai donné aux fondations de la Shoah et 2 ans plus tard, on était rue de la Victoire à la synagogue pour le jour de déportation et à côté de moi il y avait Serge Klarsfeld qui m'avait dit « Je suis en train de lire votre manuscrit ». Ah bon, ça m'a surpris un peu. Et puis il a ajouté « Il faut absolument l'éditer ». Alors ça m'a encore plus surpris et j'ai dit « Mais faites-le ». Alors voilà comment que c'était, tout simplement, c'est un peu par hasard que c'est sorti ce livre. Henri Rosen, est-ce que ça a été difficile d'écrire ou pas? Non, non, ça a été un soulagement, un bien-être de le sortir. Je l'ai fait... On m'entend pas? Si, si. Je l'ai fait par petites périodes. Il m'arrivait, en attendant ma petite fille que je venais chercher à l'école, ou mon petit garçon, pendant que je les attendais, je venais les prendre pour soulager les parents, parce que les horaires ne correspondaient pas avec les leurs. Eh bien, j'ai eu des moments où j'ai eu envie ça me revenait, et voilà, c'est dans ces moments-là, très souvent, que je l'ai fait. Et vous pensez que ça vous revenait parce que j'étais dans un état, voilà, je pense que c'était lié à tout ça, voilà, c'était lié à mon passé, et d'avoir eu le bonheur d'arriver à ceci, ça me complaît, voilà. Alors on va peut-être procéder de la façon suivante, c'est-à-dire de regarder un certain nombre de photos. Comment vous avez conservé? C'est votre mère qui a réussi à sauver? C'est maman, voilà. C'est-à-dire jusque dans les camps de travail, on conservait encore des affaires. Mais M. Roth le sait, dès qu'on arrive à un temps de concentration, Buchenwald, Auschwitz, on était déshabillés, on laissait tout. Donc il n'y avait aucune possibilité de conserver quoi que ce soit. Donc maman a été libérée encore dans le camp de travail, et elle a conservé toutes ces photos qui sont là, me viennent de maman, de ce qu'elle a pu garder. Et qu'elle a apporté avec elle. Qu'elle a apporté, bien sûr, qu'elle a conservé précieusement parce qu'elle était attachée. Donc on regarde les photos et c'est vous qui... On se tourne un tout petit peu. Comment on peut faire? On se tourne un peu, oui. Vous devez les connaître. Naturellement. Ou alors elles sont... C'est l'extrait de naissance. Extrait de naissance. Oui, c'est ça. C'est maman qui avait dû demander un extrait de naissance quand on est arrivé à Paris pour établir des papiers ou je ne sais. Mais enfin, je l'ai trouvé dans ses affaires et je l'ai conservé parce que c'est écrit en polonais. Voilà, que je suis né telle et telle date. Est-ce que vous pourriez nous donner l'année? Oui, bien sûr, 1933. C'est marqué. Alors, Chaim Hersh Rosen, Sin, c'est-à-dire fils de Aaron, et Dina Bressler, je ne vois pas très bien d'ici, Bressler, non, c'est pas ça, parce que c'était son nom de jeune fille, est bien né à telle date, le 19 août, c'est écrit en polonais, 1933. Monsieur pourrait commenter qu'il... Non, non, on parle de l'extrait de naissance qui est écrit en polonais. Voilà. Comment Kojenice? Non, non. Non, à Varsovie. Non, non, c'est pas marqué de maman. Ah, je pensais qu'il le voyait. Non, non, d'accord, d'accord. Alors la photo suivante. Alors ça, c'est mon père. C'était juste avant qu'il soit appelé et qu'on n'a jamais revu. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait, de quelle façon il est mort. Ça, c'est quelque chose qui me poursuit. Si on l'a battu, si on l'a...
si on l'a déporté, si on l'a... Qu'est-ce que vous appelez On l'a... avant qu'il soit appelé? Avant qu'il soit appelé, c'est-à-dire... Vous avez dit que c'est votre père. Oui, juste, c'est-à-dire elle est très récente. Enfin, dans mon souvenir, c'est la dernière image que je garde de lui. La plus récente, c'était... Voilà. Et que j'ai bien conservé. Ça, c'est maman, à 17 ans, que j'ai trouvé parmi ces photos. Voilà. Ça, c'est un frère de maman, à Varsovie. J'étais, je pense, chez lui quand il m'a envoyé dans le ghetto pour essayer de me préserver. Vous pouvez nous raconter comment on vous a envoyé dans le ghetto pour essayer de vous préserver? Pour quel motif? C'était après la première déportation où mon frère et ma sœur ont été déportés. Et ils s'attendaient avec juste raison qu'il y ait une seconde déportation. Et donc, ils s'imaginaient qu'à Varsovie, dans le ghetto, il y avait trop, ça ne pouvait pas se reproduire de la même façon que dans une petite ville. Donc, je me rappelle qu'un policier polonais et moi, habillé en petit garçon catholique, m'a emmené. Je me rappelle, j'étais dans le train avec lui, nous parlions polonais. Personne n'a rien remarqué. Et l'on m'a remis, de quelle façon, comme je n'ai pas de témoin exact, je me rappelle avoir rencontré un intermédiaire et être passé du côté, donc, à Varsovie, dans le ghetto, dans la famille de maman, où je suis resté combien de temps, je ne me rappelle pas, mais la déportation a commencé là-bas aussi. Ils ont dû le savoir. Et je ne sais pas, on a réussi à faire la même chose en retour. C'est-à-dire on m'a emmené jusqu'à un endroit qui était un peu un local qui faisait frontière entre les deux ghettos. Et là-bas, dans mon souvenir, ils ont parlé avec la personne qui venait me recevoir, me prendre en charge. Et il a fallu laisser, je me rappelle qu'on a laissé un vêtement comme une espèce de consigne pour sortir peut-être pour un petit moment. C'était le prétexte. Et puis, une dame m'a prise en charge. Mais elle m'a prise en charge. Mais dès que nous étions du côté polonais, elle m'a dit immédiatement, tu ne peux pas marcher à côté de moi. Je vais marcher devant. Surtout, tu ne me perds pas de vue, parce qu'après, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Et donc, il a fallu sans doute s'éloigner de la partie dangereuse, où il y avait les sentinelles contre le mur. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée au loin, elle m'a fait signe. Et là, elle m'a emmené chez elle. Et le même policier, je ne me rappelle pas, peut-être le lendemain, est venu me chercher et m'a ramené chez mes parents. Mais bon, voilà. C'est une histoire... Non, je disais juste que c'est une histoire... Enfin, je n'ai jamais entendu, jamais lu une histoire... Une lettre, aussi, la famille leur a envoyé une lettre aussi. Et je me souviens que maman m'a raconté qu'elle disait, bon... je ne sais pas si nous nous reverrons un jour. Voilà. On ne sait jamais. Il ne les a jamais revus. Ah, excusez-moi. Alors là, c'est donc maman à gauche, avec sa sœur, Raizele. Et puis, je pense que c'est en dessous, c'est ma sœur. Et là, c'est un cousin de ma sœur, c'est-à-dire un neveu de maman. C'est-à-dire les deux sœurs qui se ressemblaient beaucoup. Elles se ressemblaient tellement, ça me rappelle que dans le camp de Częstochowa, où nous étions, une
un convoi est arrivé d'Auschwitz. Ils avaient probablement besoin de main-d'œuvre. Et une dame s'est approchée de maman et lui a demandé, est-ce que vous n'aviez pas une sœur à Varsovie? Elle lui a dit oui, en effet. Et c'est là qu'elle a eu les dernières nouvelles. Elle a dit, j'étais avec elle. Nous sommes arrivés à Auschwitz et elle est allée du mauvais côté. Voilà. C'est les derniers témoignages. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. Moi, le bougon en bas, le plus jeune, avec mon frère et ma sœur. Mon frère qui me passait tout. Avec ma sœur, on se chamaillait quelquefois, parce que je voulais toujours avoir ses affaires. C'est nous également, un petit peu plus tard, un peu plus âgés, mais toujours aussi bougon. Alors ça, c'est ma future épouse dans les bras de son papa à gauche, avec un ami, qui est avec son enfant également. C'est Maurice Korolitsky, avec Janine, sa fille, qui est devenue mon épouse, pour mon bonheur. Alors là, nous étions en route pour Paris et nous étions arrêtés à Stuttgart. Et nous sommes restés quelques mois et c'est dans une école juive pour les réfugiés. Je suis à gauche pendant une sortie de classe. Et pourquoi le choix de Paris? Vous l'expliquez, oui, mais... le choix de Paris, c'est parce que c'est la seule... Maman avait une sœur ils étaient arrivés en France avant-guerre, et c'est la seule personne qui est restée de toute la famille. Donc voilà, ils ont pris contact et elle a reçu des lettres chaleureuses nous demandant de venir. C'est ce qui a motivé la France, en fait. C'est marqué? Oui. Voilà, il n'y a rien à... C'était moi, après la libération, à Lodz ou après Theresienstadt. Quand j'ai... J'ai pas vu le diaporama, il y a des... Sur la question de l'itinéraire pendant la guerre, il y a des documents ou pas? Non, c'est des photos plutôt de famille, en fait. Famille, c'était pour évoquer voilà. les Donc disparus. peut-être que... C'était plutôt voilà. l'idée d'évoquer les disparus, en fait. D'accord. Donc peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe pour vous et pour votre mère quand vous revenez donc... C'est-à-dire moi, après, oui. Voilà, après le ghetto de Varsovie, et qu'est-ce qui se passe? Après le ghetto de Varsovie, je retrouve mes parents, maman, mon grand-père, et nous sommes internés quelque temps. Il y a une deuxième déportation. Que on échappe avec maman de justesse, et après, mon grand-père aussi, miraculeusement, échappe, et nous sommes internés dans le camp de Demblin, qui est ouvert, voilà, que monsieur... Voilà. Et là-bas, nous restons jusqu'à ce que les troupes de libération soviétique, comme dans tous les camps, se rapprochent. Et de là-bas, nous partons à Częstochowa, dans un autre camp, d'où, pour les mêmes raisons, et juste avant que la libération se précise, nous sommes ordre et donné donc d'évacuer le camp. Et c'est là que je pars avec mon grand-père à Buchenwald. Maman et puis les autres personnes étaient aussi préparées pour être déportées, probablement à Auschwitz, mais ils n'ont pas eu le temps. Les troupes soviétiques sont arrivées, ils les ont libérés, et maman a donc survécu. Ne m'a pas suivi à Buchenwald, bien sûr, et je l'ai retrouvée donc après la libération.
De quelle façon, je ne sais pas, les familles ont pris contact, il y a eu des organisations qui se sont renseignées, je pense, on a répertorié les survivants et puis on nous a mis en contact. J'étais un enfant, je me rappelle que j'ai rejoint avec d'autres lodges où maman se trouvait déjà en Pologne. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Donc vous avez finalement... vous avez été constamment avec votre grand-père. Oui. Jusqu'à ce qu'il décède, voilà. Sur le trajet dans le convoi de Buchenwald à Térésine. Voilà. Et ensuite, donc, vous êtes à Térésine, et de Térésine... Nous sommes arrivés à Térésine, ça je me rappelle très bien, c'est pourquoi, le 8 mai au soir. Nous débarquons, il y avait très peu de survivants, à part les enfants, et l'enfant dont j'ai parlé, que moi, hongrois. Et là, nous avons été pris en charge par des responsables. Ce dont je me souviens très bien, le train s'arrête, une sentinelle qui sort de sa guérite, et puis sur le quai, il y avait des partisans, certainement tchèques, avec des brassards, et le soldat le remet son fusil, donc, parce qu'il savait certainement que la capitulation était signée. C'était le 8 mai au soir. Et voilà. Et le 9 mai arrive, ce qui est ma première page, les libérateurs et la libération officielle de Theresienstadt. Ce que j'aurais voulu, je pense que c'est peut-être répertorié dans l'histoire de ce convoi, ça doit exister quelque part, qui arrive le 8 mai au soir, un convoi de Buchenwald, un peu l'historique, parce que je me rappelle très très vaguement de tout ça. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes historienne, qu'il peut ici y avoir quelque chose à consulter? Absolument. C'est ce que je me dis, parce que la date est très précise et il n'y en a pas eu deux. Est-ce que vous avez eu le désir ou la curiosité, comme ça va faire comme ça un lien avec le témoignage de Nicolas Roth, de rechercher des choses? Non, on a été pris dans... J'étais tout jeune. Non, mais après, là, au moment où vous avez pris votre retraite, après mort, est-ce que vous avez eu envie d'essayer de retourner Non, j'ai eu surtout beaucoup de regrets de ne pas avoir suffisamment interrogé votre mère, maman. Voilà. Je me suis retrouvé tout seul. Et c'est tout à fait... Là, j'ai retrouvé précieusement quelqu'un qui a fait le même parcours que moi, que je n'ai pas vu depuis 50 ans et qui a plus de mémoire, ou plus que ça, et qui a vécu à côté de moi. Il a fait le même parcours et il va certainement me dire des choses dont j'avais besoin. Et vous n'êtes pas retourné en Pologne? Non, je n'ai pas eu là. Alors que lui est retourné. Il m'a apporté des photos de notre maison qui est toujours là en Pologne. Il les a avec lui. Alors, Nicolas, on va peut-être faire la même chose, parler sur les photos, à moins que vous vouliez qu'on procède autrement. Oui, pour commencer, je vais vous dire que l'histoire de ces photos, comment que je l'ai eu, parce que les photos, quand je suis arrivé, quand j'ai été libéré à Dachau, j'avais certainement pas de photos, puisque quand on est arrivé à Auschwitz, on nous a tout confisqué, on a laissé... On gardait que les chaussures et une ceinture. Et c'était la même chose quand je suis arrivé à Dachau. Donc, les photos, quand une fois je suis arrivé chez ma soeur et chez mon frère, ce que je voulais, c'est des photos. Et bien entendu, ils avaient quelques photos, mais surtout ce qui concernait mon beau-frère, qui sont restés... indemnes, ils étaient une grande famille, une fratrie de 7 frères et 2 sœurs. Ils étaient tous là à la libération. Et il y avait des photos. Mais les photos qui me concernent ma famille, il n'y avait pas grand-chose. Or, j'adorais les photos. Quand j'avais 12 ans déjà, mes parents m'ont chargé de ranger les photos dans un album de photos qu'on a eu comme cadeau, je crois, de... mon frère qui nous a fait cadeau d'un album, et j'ai rangé les photos de famille là-dedans. Et ça m'a énormément manqué, que j'ai aucun souvenir de ma famille, et je me suis mis à travers des années à rechercher des photos, de récupérer, d'écrire aux États-Unis où il y avait de la famille, en Palestine où il y avait mon frère, et j'ai réussi de
collecté pas mal de photos parce que à l'époque, vous savez, il n'y avait pas la possibilité de voyager et la famille, les liens dans les différents membres de la famille, c'était par lettres et par photos. Donc, il y avait des photos un peu partout avec des lettres qu'on a envoyées et j'ai récupéré, c'est ça que nous allons voir, ces photos que j'ai récupérées à travers les États-Unis, Israël et la France. Alors, cette photo-là, je l'ai depuis 8 ou 9 ans. C'est des États-Unis, un petit gars qui m'a envoyé ça, qui était des descendants d'une de mes tantes, c'est-à-dire la sœur de mon père, qui est arrivée aux États-Unis vers 1909 et elle est décédée. Elle a laissé l'album de photos qu'elle avait à sa fille. Et sa fille est décédée il y a une dizaine d'années et son fils, c'est-à-dire le petit-fils de ma tante, a souvenu qu'il m'a rendu visite il y a très longtemps à Paris et certainement je lui ai parlé de manque de photos, manque de souvenirs. Il a scanné tout l'album de photos, il m'a envoyé des quantités de photos. Et alors cette photo-là que nous voyons ici, c'était la seule photo où mon grand-père et ma grand-mère et deux de leurs filles qui étaient ensemble. Et cette photo date probablement de 1892, entre 1992 et 1995, après l'âge des enfants, enfin leurs enfants qui sont sur la photo. Ah, c'est également, j'ai eu, pendant mon voyage aux États-Unis, j'ai été à Washington, chez une de mes cousines, qui est née là-bas, je crois, en 1912, donc il y a très longtemps, et je lui ai dit que je n'ai pas de photo sur le grand-père, et il m'a donné cette photo-là. Alors, cette photo-là, c'était mon oncle, qui a changé son nom en 1910. C'était très à la mode parmi les Juifs parce qu'il voulait être le plus hongrois possible. Alors il a changé son nom de Roth en Rado. Et bon, comme tous les hommes dans la famille, ils ont fait la Première Guerre mondiale. Et quand il est revenu, cette photo-là, quand il est revenu de la guerre en 18, mais il a fait une série de photos et ce cousin d'Amérique, enfin descendant, il m'a envoyé sur la famille Roth, Rado, une série de photos. Et parmi ces photos, il y avait cette photo-là avant qu'il soit démobilisé après la guerre de 14-18. Alors, c'est le mariage de mes parents en 1909. Mon père il a fait une virée aux États-Unis de 1906 à 1909 où il a marié ses sœurs, parce que dans le village où ils ont vécu, il n'y avait pas de possibilité de marier les jeunes filles. Et tous les 6 mois, il a envoyé un billet de bateau à une de ses sœurs et puis il a marié 5 de ses sœurs aux États-Unis. Et par contre, lui, qui était célibataire, là-bas, il n'y avait pas de possibilité de trouver une jeune fille qui correspondait à ses goûts, c'est-à-dire il aura fallu qu'il épouse une Américaine comme tous ses copains, il voulait épouser une fille du pays. Alors, il est rentré en Hongrie pour se marier. Et voilà, en 1909, il est rentré et s'est marié avec ma mère. Alors là, je devais avoir 3-4 ans quand cette photo était faite. C'est en 1931, en Hongrie, dans la cour de l'immeuble où on habitait, que c'était fait probablement par quelqu'un, probablement peut-être mon frère aîné ou quelqu'un de la famille. C'est une photo d'amateur.
Ce qui était rare à l'époque parce que la plupart des photos, c'était fait dans les studios chez les photographes. Parce qu'on n'avait pas des appareils, c'est-à-dire rarement, on avait des appareils pour faire des photos. Et pour des bonnes photos, on allait chez le photographe. Alors probablement, c'était également fait dans un studio, chez un photographe. J'avais ici 3 ans et ma sœur, elle avait en 31, elle avait 12 ans. Donc j'étais ici avec ma sœur, que j'ai retrouvée en 46 à Paris, déjà mariée, et elle m'attendait comme survivant que je revienne et qu'elle me prenne dans ses bras. Bon, là, c'était déjà un peu plus tard, j'avais 4 ans. Alors, c'est une photo de famille qui était faite toujours chez le photographe. Vous savez, je me rappelle qu'il s'appelait le Ruzicka, le photographe. Il fallait y aller. Je crois que c'est le même qui a fait la photo 4 ans plus tard, la photo de mariage de ma sœur avec mon beau-frère. Donc, là, toute la famille était réunie. Mon frère aîné qui est venu de Paris nous rendre visite en 1935. Il est resté en l'été 35 15 jours. Il a retrouvé toute la famille. Mon frère qui est là, qui est Andorre, qui est à côté, il était prêt pour partir en Palestine. À l'époque, il a réussi d'avoir des British, des Anglais, un certificat nécessaire pour qu'il puisse émigrer. Et c'était avant son émigration, dont toute la famille était réunie et mes parents tenaient de faire une photo de famille. Alors là, c'est mon frère, le deuxième, qui s'appelle Andor. En Israël, il s'appelle Avram, avec sa femme, quand il est arrivé en 1935, à l'âge de 20 ans, en Palestine, avec son certificat qu'il a obtenu à cette époque. Ça, la photo de mariage de ma sœur avec mon beau-frère. Ma sœur est venue rendre visite à mon frère à Paris en 1938. Il a fait connaissance avec le copain de mon frère et ils sont revenus dans ma ville natale, à Debrecen, pour célébrer leur mariage chez nous. C'est la dernière fois que ma sœur a pu voir et embrasser ses parents et plus jamais l'a revu puisque la guerre est venue et ensuite la déportation où les parents ont péri. Alors là, c'est quand il est revenu avec mon beau-frère à Paris, c'était en 1939. L'été 1939 était mariage dans ma ville natale. Dès qu'ils sont revenus à Paris, les Allemands, ils ont attaqué la Pologne. Et la guerre a commencé. Mon beau-frère et mon frère étaient mobilisés. Il est là dans l'uniforme de l'armée française. Et ça devait être l'hiver 39 à 40. Cette photo. Ah, c'est déjà un document. Quand j'ai été libéré le 29 avril 1945 à Dachau par l'armée américaine. Et c'est le premier document qui m'ont délivré les Américains dans lequel il est marqué mon nom, mon identité, et signé par un colonel ou lieutenant-colonel américain qui a été probablement affecté pour faire délivrer ces documents. Ça, j'ai attendu mon visa pour retrouver mon frère et ma sœur à Paris, et j'ai attendu à Rome pour que le visa me parvienne. Et les jours passés, d'abord j'ai envoyé des lettres et des cartes très fréquemment à Paris, mais je n'avais pas d'argent pour mettre le timbre-poste là-dessus, donc au bout de plusieurs mois que j'ai eu une réponse, et ensuite j'ai eu énormément de lettres
et de cartes. Mais en attendant, je me plains. Je ne pouvais pas me plaindre à qui que ce soit. Et dans mon carnet que je raconte mon attente et mon désespoir que j'ai toujours pas de réponse de Paris. Je ne doutais pas qu'ils étaient en vie parce que moi j'étais persuadé qu'en France, tout le monde a survécu. L'ignorance qu'on avait, l'histoire qui est passée au-dessus de nous, la guerre, la déportation. Pour moi, ils étaient en France, mon frère et ma sœur, et bon, ben, ils m'attendaient. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire autre chose que m'attendre? Et j'étais persuadé, ça vient de l'administration postale ou bien de des associations de bienfaisance, Croix-Rouge, autre chose, qui devaient mettre un timbre-poste sur mes lettres. Ils ont négligé de l'envoyer. Enfin, j'avais tout ce qu'on imagine passer par la tête. Et je raconte dans ce carnet-là tous mes états d'âme à Rome. Voilà, c'est un document qu'on m'a délivré parce que pour voyager là-bas, en Italie, il y avait une association de bienfaisance qui s'appelait de la SEM, délégation hébraïque ou quelque chose, et qui m'a établi un document que je puisse voyager par le train, puisque je n'avais pas de sous pour voyager. Je voulais me déplacer dans le sud de l'Italie, un endroit à côté de Bari, qui s'appelait Lecce, que j'ai jamais fait ce voyage, mais j'ai obtenu un document que je puisse voyager. Mais vous n'envisagiez pas à l'époque de partir éventuellement en Palestine? Voilà comment c'est passé. Quand j'ai été inscrit sur un document à un moment donné, et j'ai été impatient. Je trouvais que le temps passe parce que j'ai calculé que mon frère qui est parti là-bas en Palestine en 1935, combien de temps qu'il a voyagé après ses lettres, et en Feldafing en Allemagne, je me suis dit, donc j'avais réussi de partir avec les brigades palestiniennes, vous savez, qui étaient habillées en uniforme anglais, et ils demandaient à Feldafing, qu'on attendait plusieurs jeunes, qui est-ce qui veut venir partir en Palestine? Alors on était 4-5 qui ont s'est présentés. Ils ont dit, donc, demain matin à 6 heures, vous êtes là et on vous amène. Alors moi, on était là une dizaine, parce que j'ai demandé des tas de copains, qui est-ce qui veut venir avec moi? Et on attendait, arrivait un camion, on est monté là-dessus, mais j'ai calculé que d'abord on va aller à Trieste, après, vous savez, mes souvenirs de géographie à l'école, à Trieste. Mon frère était embarqué à Trieste en 1935, le voyage durait 48 heures par le bateau. Enfin, tout ça, j'ai calculé que dans 12 jours, je vais embrasser mon frère. Et puis, comme à la place de 12 jours, au bout de 2 ou 3 mois, j'étais toujours dans un camp de personnes déplacées à Modena, et je commençais à chercher un responsable, je commençais à rouspéter, j'ai dit que c'est pas possible, je devais être déjà là, je devais arriver. Alors ils m'ont regardé avec un air un peu étonné, pourquoi je rouspète là-bas, les autres ils rouspétaient pas. Alors ils ont dit, tu sais, hein, même si on t'emmène, probablement tu vas aboutir sur l'île de Chypre, et les conditions de vie sur l'île de Chypre est bien pire de ce que tu as ici en Italie. Enfin, à Modena, que c'est passé. Alors, donc, avec un copain, je suis monté dans un convoi qui était marqué Roma, sans rien, sans bagage. On n'avait d'ailleurs pas grand-chose. On est arrivé à Rome, et puis à Rome, j'ai réussi à contacter le DELASEM, enfin, d'un organisme qui, à la fin, des longues démarches, ils ont délivré des documents, et comme je vous ai raconté tout à l'heure, j'ai essayé de contacter cette fois-ci mon frère de Paris et ma sœur de Paris, qui étaient également très très longues avant que ce soit que j'aie une réponse. Et alors là, dès qu'ils ont eu un de mes missives de lettres, tout de suite ils ont fait les démarches. Mais c'était assez long, ça tout de même, ça a demandé 3 mois tant qu'ils ont obtenu le visa. Alors cette lettre-là, c'est mon frère aîné qui a envoyé en français, que je ne comprenais pas, mais probablement c'était destiné pour montrer
éventuellement à l'ambassade de France à Rome, pour qu'il puisse voir que c'est un frère qui m'attend avec impatience et que je suis le petit frère de mon grand frère. Voilà ce qu'il y a dans cette lettre. Alors, une fois que le visa a été accordé, j'ai reçu une convocation au consulat de France à Rome, dans lequel il marquait vous êtes prié de vous présenter pour affaires vous concernant. C'est tout. Alors je me suis présenté et ils m'ont dit vous savez, vous avez reçu le visa pour rejoindre votre famille. Amenez votre passeport, qu'on puisse mettre le visa là-dedans. Alors je leur ai expliqué, vous savez, j'ai été déporté, j'ai pas de passeport. Qu'est-ce que vous avez comme nationalité? Je dis, j'ai été déporté d'Hongrie. Ah, si vous avez été déporté d'Hongrie, les Hongrois, c'est un pays qui n'a pas de représentation officielle actuellement, puisque c'est un pays qui a perdu la guerre, quoi. Enfin, ils ont laissé entendre que c'est... Mais on vous donne, c'est les Suédois qui représentent l'intérêt de l'Hongrie. Allez, voilà l'adresse, le consulat de Suède. Effectivement, j'y étais allé. Ils m'ont délivré un passeport que vous voyez là. Et sur le passeport, ils m'ont mis le visa dans lequel il est marqué « Rentre dans sa famille ». Voilà, le visa est là-dessus, « Rentre dans sa famille », délivré à Rome. Ça, c'est quelqu'un qui était également dans le camp de personnes déplacées et qui était le menuisier du camp. Et alors, il attendait un visa pour l'Uruguay, pour rejoindre sa famille, qui n'arrivait pas. Et quand il a appris que j'ai eu mon visa, il a dit, moi, j'ai fabriqué en contreplaqué une valise pour moi, pour mon voyage, mais comme je n'ai aucune nouvelle, voilà, je te fais cadeau la valise qui était peinte à tel point que de loin, on avait l'impression que c'était en cuir, mais non, c'était en contreplaqué. Et donc, si jamais je reçois le visa, moi, je vais en fabriquer un autre pour moi. Alors, je suis arrivé avec la valise qu'il m'a offert, ce garçon. Alors là, c'était la commission de rapatriement. Une fois arrivé en France, que je suis passé devant cette commission, et contrairement à la plupart des gens qui étaient longuement examinés, si tous leurs papiers sont corrects, moi, ça duré même pas une minute. Ils ont regardé mon visa, ils ont dit, bon, mais voilà, ça c'est correct, là, vous pouvez passer. Alors, ils ont eu quelques mots en disant aux autres, voilà un papier qui est en ordre. Et moi, on m'a laissé passer. Alors là, c'est déjà en 1948, 2 ans après mon arrivée à Paris, avec ma petite nièce, qui est, mais entre-temps, il est 7 fois grand-mère. Alors là, c'est une photo où des Hongrois qui étaient, après la Première Guerre mondiale, ils ne voulaient pas rester dans ce pays-là à quelques problèmes politiques s'est posé parce qu'il y en avait pendant 3 mois, il y avait le régime communiste et il y avait un certain nombre d'Hongrois qui ont quitté l'Hongrie parce qu'ils avaient peur qu'ils étaient peut-être compromis sur une certaine façon, dont ils étaient syndicalistes ou autre chose, donc ils ont quitté l'Hongrie et ils sont réfugiés, un certain nombre, ils sont arrivés en France. Et entre-temps, ils ont vieilli, et quand les jeunes déportés d'origine hongroise arrivaient à Paris, les plupart, ils sont arrivés de Buchenwald. Moi, je crois que j'ai été le seul qui était libéré à Dachau, qui a passé par l'Italie. Et donc, ces vieux qui ont vieilli entre-temps depuis leur immigration, ils ont fait l'impossible pour nous recevoir et essayer de nous prendre en main et apprendre un métier, enfin bref, et en même temps, c'était tous des sportifs, je ne sais pas pourquoi, mais c'était des sportifs, et on a formé 2 équipes de football,
2 équipes de water-polo et une équipe de basketball. Et moi, j'ai été dans l'équipe de basketball et nous avons même gagné en 1949 ou 50 le championnat de basket de FSGT, Fédération Sportive Gymnastique du Travail. C'était un peu affilié au Parti communiste, je crois. Et toujours est-il... Pardon? Non, je disais que tout à fait. Et on a gagné, donc notre équipe a gagné le championnat de FSGT. Mais, par contre, il y avait en 1948, il y avait une équipe de water-polo qui était je crois en Australie. Ils ont gagné, enfin, je ne sais pas, ils ont gagné quelle médaille. Toujours est-il, il y en avait le Mathieu a choisi la liberté, venu également à Paris. Et alors, nous avons eu également 2 équipes de water-polo, et il y a une des équipes qui ne trouvait pas un adversaire à leur hauteur. Bien sûr, il y en avait sur l'équipe, je crois qu'il y en a 7 personnes dans une équipe de water-polo, il y en avait 3 là-dedans qui étaient médaillés olympiques. Alors, imaginez que dans l'FSGT, il n'y en avait pas d'adversaire à leur hauteur. Ça m'amuse beaucoup parce que tous ces gars-là, ils ont bien entendu... Ils ont quitté la France, je ne sais pas pourquoi. Ils ont été accueillis le bras ouvert aux États-Unis et au Canada. Ça, c'est mon fils. C'était le premier enfant que j'ai. C'est mon fils Stéphane. Voilà, justement, depuis 6 mois, il est grand-père. Donc, je suis arrière-grand-père. Alors, ça c'est mes 2 filles, Nathalie et Agnès. Et je crois qu'ici, cette photo a été faite quand on a fêté le 50e anniversaire de ma fille aînée, à Toulouse. Bon, en fait, avec ces photos, on a en quelque sorte tourné autour de la guerre. Oui, c'est allumé le micro. Voilà, bon. Alors je disais qu'en procédant par photo, ça nous a amené très largement à tourner autour de la guerre, puisqu'il est évident qu'en Pologne, entre 1939 et 1945, ou en Hongrie, dans les années de ghettoisation et de déportation, il n'était pas possible de prendre des photos. Donc, il n'y a pas de photos des camps de travail, il n'y a pas de photos d'Auschwitz. Donc, peut-être qu'on va demander à Nicolas très rapidement, si possible, je vais essayer. Voilà, de nous expliquer ce qu'il s'est passé pour lui entre, disons, mars 1944 et son arrivée à Dachau. Bien, je vais essayer d'être bref. Pour commencer tout de même, je vais vous dire que on dit toujours que ce qui s'est passé pendant 6 ans, qu'on préparait toutes les misères en 6 ans en Allemagne, 2 ans ça a duré, tant que les misères et déportations en Pologne. Et en Hongrie, ça a duré 2 mois. C'est pour ça que je vous dis, pour pouvoir avoir une idée à quel point qu'au printemps 1944, notre déportation, ça nous a pris de court. On n'a savé rien, et c'est que j'ai jamais pardonné, et je pardonnerai jamais, que nous sachions rien en Hongrie, qu'est-ce qui se passe en Pologne, en Slovaquie et ailleurs. On n'avait aucun renseignement. Or, depuis l'été 1943, quand Mussolini était viré par Victor Emmanuel, numéro 3, et c'est le Badoglio, maréchal Badoglio, qui a pris le pouvoir. Nous avons eu les émissions de BBC 3-4 fois par jour, également La Voix d'Amérique, quelquefois Moscou, mais ce n'était pas très intéressant, c'est uniquement la situation sur le champ de bataille qu'il donnait.
jamais, jamais il parlait de déportation. Donc on n'était pas prévenu. Or, bien entendu, c'est impossible qu'on ne sache pas, à tel point qu'il y avait des réfugiés venant de Slovaquie et venant de Pologne qui racontaient des choses, mais on ne croyait pas. C'est des horreurs qu'on ne pouvait pas croire. Mais je me suis dit, si seulement une ou deux fois le BBC nous dit que c'est vrai, que c'est ce qui se passe, parce qu'ils savaient déjà au printemps 1944 exactement, on aurait pu un certain nombre de personnes, comme justement ces réfugiés slovaques qui étaient dans notre ville, que nous avons logé même chez nous, une jeune femme avec ses 2 enfants. Et également, tous les mercredis, il y avait un monsieur très bien habillé qui venait de Slovaquie et qui suppliait mon père que j'apprenne un métier manuel, parce qu'en Slovaquie, en 1941-1942, c'est seulement ceux qui avaient un métier manuel qui avaient une possibilité de survivre. Les lycéens, ils étaient condamnés comme improductifs. Et c'est ça que c'est ce malheur qu'on n'était pas prévenu qui a fait qu'énormément de gens auraient pu avoir des faux papiers, comme les Slovaques, réfugiés slovaques, comme les réfugiés polonais, parce qu'eux, ils savaient et on ne leur croyait pas. Alors, la question que vous m'a posée... La question, c'est que pour vous, personnellement, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où la Hongrie, oui. alliée de l'Allemagne, alliée de l'Allemagne depuis le début de la guerre, hein, a été pourtant, en quelque sorte, envahie par l'Allemagne, et que le commando d'Eichmann... Bon, mais je vais essayer brièvement de vous dire ce qui s'est passé. Tout le pays, depuis des années, on ne parlait que les biens des Juifs, c'est des biens nationaux. On ne disait pas qu'il faut le confisquer, mais il faut considérer c'est des biens nationaux dont il faut leur prendre. Et puis, bon, mais la guerre est arrivée, il y en avait 3 lois anti-juifs en 1938, en 1939 et en 1941 qui étaient élaborées. Et tout doucement, effectivement, les entreprises étaient confisquées, arianisées, si vous voulez. Mais l'Hongrie était l'allié de l'Allemagne. Et pourquoi il était un allié fidèle? Parce qu'il était persuadé qu'avec l'aide des Allemands, puisqu'il était victorieux sur les différents fronts, on va récupérer le Grand Hongrie avant 14-18. Avant la guerre de 14-18, où il y avait le Grand Hongrie millénaire et le 2/3 était détaché, devenu une partie de Roumanie, une partie de Slovaquie, une partie de Serbie, et avec l'aide de nos alliés allemands, nous allons récupérer. Et cet état d'esprit qui était inculqué aux gens qui étaient persuadés, nos alliés, et avec ça, il faut dire que c'est un pays agricole, et les prix agricoles ont énormément monté parce que les Allemands, ils avaient besoin de tous les produits agricoles. Donc c'était un pays où c'était, après la misère des paysans, avec la guerre, est arrivé l'aisance. Et donc les Juifs, ils ont compris, ils savaient très bien, quand en 1938, les Allemands, ils ont envoyé l'Autriche, qui était voisin de Hongrie, ont commencé à s'alarmer, les Juifs d'Hongrie. On a commencé à dire que c'est une mauvaise chose, que nous avons maintenant une frontière commune. Ensuite, c'était le Sudète et le Tchécoslovaquie qui étaient envoyés. Bon, mais alors, donc, nous étions dans un esprit, on était endormis, on ne savait pas ce qui nous attend et la vie continuait tout de même, bien sûr. Et alors, les Allemands sont arrivés en 1944, au mois de mars, le 19 mars, et on s'est dit, mais c'est pas possible, ça ne va pas durer longtemps la guerre. Par contre, nos voisins, les autres, ils étaient préparés que les alliés qui arrivent, ils étaient heureux, les alliés, ils vont préserver notre pays contre l'ordre bolchevique. Et nous avons seulement eu l'espoir que les Russes arrivent plus vite, enfin,
que la guerre va être finie. Mais au lieu de ça, la déportation a commencé. D'abord, il fallait rendre tout ce que nous possédions, enregistrer tout ce que nous possédions. Ensuite, il fallait porter l'étoile jaune. Et tout ça, ça allait un jour à l'autre, très très rapidement. Je me rappelle que les journaux étaient interdits, excepté un journal d'extrême droite, et qui publiait jour après jour des décrets, qu'est-ce qu'on doit livrer aux autorités, c'est-à-dire tout. Il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus, enfin, il n'y avait rien, tous les biens, les bijoux. Et un jour, il fallait porter l'étoile jaune, et 15 jours après, on a quitté notre logement. C'était incroyable aux gens. Vous savez, autour de moi, le logement qu'on habitait, qui ont habité depuis quelquefois des générations, et puis d'un seul coup, on doit tout quitter. On pouvait prendre que 30 kilos de bagages et aller dans le ghetto. Et bon, mais on avait toujours l'espoir que ça va être fini avant que ça aille trop loin. Mais malheureusement, ça ne finissait pas. Un jour, on nous a mis dans des convois de train. C'était au mois de juin. Et on est parti. On ne savait pas où. On a donné une seau d'eau, un seau pour les besoins naturels. Et on est parti. On ne savait pas où. On ne savait rien. Et on est parti, bien sûr. Parmi nous, il n'y avait pas des hommes entre 18 et 48 ans. Ils étaient mobilisés dans les bataillons de travaux forcés. Et la plupart, ils étaient sur le front russe. À l'époque, déjà, l'Ukraine, parce qu'ils sont reculés, donc ils étaient en Ukraine. Et nous, on partait. On partait dans ces convois-là. C'était au mois de juin. Il a fait une chaleur torride. Le seau d'eau qu'on a vu dans notre wagon à Bessiaux était vide au bout de 2 heures. Les enfants réclamaient à boire. On n'entendait que ça. « Maman, mais pourquoi tu ne donnes pas à boire? Maman, j'ai soif. » Et on entendait des pleurs. Et je me rappelle, la chaleur était telle que je me suis déshabillé. J'ai gardé que mon pantalon parce que c'était insupportable. On était 80 dans ce wagon-là. Et plus le temps passait, bien sûr, la puanture était terrible. Et on a entendu les pleurs et on a entendu... Et moi, j'étais... Bon, mais je ne pouvais absolument rien faire. Et bon, au bout de 24 heures, 48 heures, les enfants... N'importe où qu'on arrive quelque part, qu'on puisse respirer, qu'on puisse sortir de là, parce que ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer, on ne va pas... Et effectivement, le 3e jour, c'était à l'aube, on est arrivé quelque part. Et puis, quelqu'un a dit, peut-être que c'est là qu'on est arrivé, peut-être on est arrivé. Et effectivement, dès qu'un peu à l'aube, les portes s'est ouvertes, et puis il y avait des hurlements, on était abrutis, tout le monde descend, ils ont hurlé, tout le monde descend, il y avait des SS avec des chiens, qui aboyaient, les SS hurlaient, et nous, on commençait à descendre. Moi, j'ai essayé d'enfiler mes chaussures, c'était impossible, mes pieds étaient gonflés, je n'arrivais pas à introduire mes pieds dans les chaussures, je paniquais un peu, mais je voulais absolument descendre avec des chaussures sur mes pieds. À la fin, j'ai réussi Mais pendant ce temps-là, tout le monde est descendu, j'ai été pratiquement le dernier qui descendait. Et puis, je regardais au fond du wagon, et bien j'ai vu qu'il y en avait des corps humains au fond du wagon qui ne bougeaient plus. Mais vous savez, on regarde, on jette un coup d'œil et c'est tout, on s'hâte, on panique un peu, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Je voulais tout de suite rejoindre mes parents. Donc je descendais aussi, j'ai retrouvé ma mère qui m'a donné un grand morceau de savon, genre le savon de Marseille. Mon fils, garde ce savon-là, on en aura besoin. C'était la dernière parole de ma mère. Plus jamais j'ai revu, mais j'imaginais pas que c'est pas possible de ne pas revoir mes parents. On a reçu l'ordre de faire 2 colonnes. Une colonne, c'était les femmes et les enfants, l'autre colonne, des hommes. Alors, j'ai été à côté de mon père. Et puis, tout en avançant, j'ai essayé de respirer le plus profondément possible parce qu'à l'aube, il était un peu frais et il y avait de l'air. Et c'est tout ce qui m'occupait et je voulais boire.
boire et respirer. Boire parce que depuis 3 jours, je n'ai pas bu. Et dans la chaleur, j'étais déshydraté. J'avais envie que boire et respirer et avancer. Et avancer, j'ai suivi mon père pas à pas. Et pour être arrivé devant un Allemand, un officier allemand, qui a fait signe à mon père d'aller à gauche. Il allait à gauche. Moi, machinalement, je suivis. Alors, il y avait un soldat un peu en retraite qui, brutalement, avec un bâton, il m'a poussé dans l'autre sens. Alors, j'allais dans l'autre sens. Mais tout ça, j'ai été dans un état seconde parce que j'ai été complètement ahuri. Je ne savais pas ce qui se passe. Je n'ai pas compris, j'ai rien compris. Et probablement les autres non plus. À la fin, j'ai rejoint un groupe de gens, d'hommes qui étaient gardés par 2 SS avec des mitraillettes qui hurlaient sans arrêt en disant rouet, silence. Or, personne n'a dit un mot, mais ils répétaient toujours tout le temps ça. Silence, silence, et puis il ajoutait des jurons. Et alors là, je regarde et puis je vois qu'il y a une espèce de poteau indicateur où les marquent en hongrois, direction, vous savez, une flèche, direction, douche, désinfection en hongrois. Après, j'ai réfléchi pendant, et puis 300 mètres plus loin, également une deuxième pareille en hongrois. Et après, dans le camp, je me suis dit, plus tard, qu'on était en Allemagne. Après, je savais que ça s'appelle Auschwitz où nous sommes. Personne ne parlait hongrois. Mais ils étaient préparés le mot en détail. C'était une usine où tout était prévu, tout était préparé. Même pour que les gens ne s'affolent pas, ils ont mis des poteaux vers la douche désinfection, vous voyez. C'était une usine où ils ont arrivé de tuer jusqu'à 10 000 personnes par jour. Et les convois hongrois, c'était jamais moins de 3 000 personnes dans un convoi. Et il y en a 3 à 4 convois qui est arrivé par jour. Et donc, quand je suis arrivé à la douche désinfection, avant, on était tendu partout. Il y avait absolument tout était tendu. Et on ne pouvait garder que les chaussures et une ceinture. Rien d'autre. Alors, imaginez qu'aucun souvenir, rien, absolument rien ne pouvait être sur nous, uniquement les chaussures. Et quand, à la fin, on était introduits dans la douche, les gens, tout ce qu'ils voulaient, c'est boire l'eau qui coulait, parce que tout le monde était à bout. Les gens, ils n'ont pas bu depuis 3 jours dans cette chaleur-là. Et ensuite, on avançait, on nous a jeté les vêtements rayés qu'on portait là-bas. Et moi, j'étais toujours, j'avançais et je me suis fait battre sévèrement par un SS parce qu'on se bousculait. Tout le monde voulait, puisque derrière nous, on hurlait et tout le monde voulait sortir en même temps de cette douche désinfection. Et à la porte, il y avait du bousculade. Et moi, comme un petit garçon bien élevé dans des petits bourgeois comme on était, je me suis écarté pour laisser passer les gens, vous voyez. Et en m'écartant, j'ai été épaule contre l'épaule d'un SS qui était là. Et alors, quand il a vu que je suis là contre son épaule, il avait une canne, vous savez, qui récupérait des convois, une canne qu'il a récupérée, il commençait à me taper sur l'épaule gauche, que pendant des jours c'était douloureux. Alors là, c'était la première leçon que j'ai compris que c'est un monde différent, que c'est pas comme laisser passer les gens. Et ensuite, j'avais, dans les 24 heures, dans les 48 heures qui suivaient, j'avais rousté 3 fois parce que par l'ignorance, je ne savais pas que ça existe, je ne savais pas où est-ce que je suis. Moi, je pensais, j'étais persuadé que je rêve, que je vais me réveiller et puis je vais me retrouver à la maison. Mais non, le jour même, je suis arrivé dans le baraque où on était affecté. Il fallait s'aligner pour Dieu sait pourquoi, pour qu'on nous compte ou pour autre chose. Et là, j'ai eu la deuxième correction parce que j'ai eu un caleçon long, blanc, je me rappelle, qui devait appartenir à un homme obèse. Et pour que c'est tout en courant, j'ai enfilé ça, j'ai mis un double nœud pour que ça tienne, que ça ne tombe pas. Et en arrivant
dans le baraque, on s'est aligné, ça fait un saillie et le bloc, Eltester, c'est-à-dire le chef de bloc, qui m'a demandé qu'est-ce que tu caches là-bas. Alors, bien, j'ai compris que, bien que je n'ai pas compris sa langue, que c'est que le saillie que j'ai devant moi, il faut que je lui montre. Alors, je lui ai montré que c'est un double nœud et c'est ça qui fait le saillie. Je ne cache rien du tout, tellement qu'il était déçu qu'il n'a rien trouvé. Parce que certainement, il y a des gens peut-être qui arrivaient à cacher quelque chose. J'ai eu un rousté terrible parce que, par déception, qu'il n'a rien trouvé. Alors j'ai eu encore le lendemain encore une affaire pareille parce que j'ai aperçu un cousin, le fils de mon oncle qu'on a vu tout à l'heure, qui était dans le baraque à côté. C'est le premier visage que j'ai reconnu, que j'ai vu. Et je voulais lui dire bonjour ou quelque chose. Il est assis par terre. Je me suis assis à côté. Combien de temps que ça a duré, je ne sais pas. Et on ne s'est pas parlé. On n'a rien sorti de notre gorge. Et puis au bout de combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure, je suis retourné dans le baraque. Et alors là, j'ai reçu une correction terrible parce que je n'étais pas là, justement. Enfin bref, j'ai eu donc en 48 heures les leçons, les premières leçons. Qu'est-ce que c'est un camp et comment il faut se comporter. Et pendant 8 jours après, je n'ai pas mangé la soupe parce que c'était tellement infect par rapport de ce qu'on a mangé. Encore peu de temps auparavant, c'est maman qui a fait à manger, même au ghetto, que c'était très mangeable et probablement ils se sont privés pour que j'aille manger à ma faim. Et quand ils m'ont donné ce qu'ils m'ont donné à Birkenau, à Auschwitz, c'était tellement infect que je refusais de manger. Et surtout qu'ils nous ont donné, pas un récipient individuel, mais dans des cuvettes, dans des pots de chambre, dans des économies, 2, 3, 4 portions, et on devait boire chacun de son côté. Et je trouvais que c'est vraiment pas, ça ne me convenait pas. Et alors, au 3e jour, il y en avait un gars, un camarade, qui était un peu plus âgé que moi, qui m'a pris à côté. Il a dit, tu ne vas pas faire des longues... si tu continues comme ça, hein, tu ne vas pas tenir longtemps. Ici, il faut, ou tu bouffes, ou tu vas crever. Et alors, j'ai essayé après, mais je ne pouvais jamais faire manger plus que 2, 3 gorgées. Il n'y a que le pain que j'ai mangé. Bref, comme ça qu'on a appris, c'était tellement différent en Hongrie, tellement que c'était brusque, tout ce qui m'est arrivé, que l'adaptation, c'était quelque chose que, et j'en ai été persuadé que tout ce qu'ils m'ont raconté, parce que j'ai demandé, maman et mon père, quel âge qu'ils avaient? J'ai dit, mon père avait 65 ans et ma mère 58. Ah! Ils m'ont dit, alors tu vois, la cheminée là-bas, la fumée, c'est là qui sont tes parents. Alors moi j'ai été persuadé que c'est une blague idiote, je ne croyais pas. Et tout le temps, ensuite, je regardais, parce qu'il y en avait à côté de nous un camp de femmes, et que je regardais pour juger si une femme de l'âge de ma mère, il y en a parmi elles. Je n'ai pas vu, aucun n'avait l'âge. Tout au plus, il y avait 30, 35 ans le plus âgé. Et il a commencé à me demander, est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte, qu'ils sont partis en fumée? Et puis j'ai dit, non, c'est pas possible. Pendant les premiers 8 jours, j'ai été persuadé que je vais me réveiller et puis je me retrouve normalement à la maison. Voilà comment c'était l'arrivée de... Voilà. On va peut-être... je vais peut-être vous poser une question. L'arrivée à Buchenwald ressemble tout à fait. Et puis après, on laissera la parole à la salle. Voilà. Donc, l'arrivée, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce dont vous vous souvenez de ces camps de travail? Les camps de travail, c'est quelque chose qui est très peu connu. Le premier camp de travail était relativement tranquille, je crois. On arrivait même à s'amuser, à préparer à manger pendant que les parents travaillaient. Il y a eu quand même des exécutions, il y a eu des moments de peur, il y a eu des bombardements, mais le premier camp de Demblin s'est relativement bien passé par rapport au second, où à l'arrivée, nous avons été évacués en 2 convois. Dans le premier convoi, dont nous ne faisions pas partie,
à l'arrivée, les enfants ont été séparés des parents et exécutés immédiatement par le chef du camp. Dans mon souvenir, voilà, dans mon souvenir, il les a emmenés dans la forêt et une balle dans la tête de chaque enfant. Voilà. Et voilà, ensuite nous sommes arrivés avec un autre convoi, le deuxième, et nous avons également déjà accueilli, sans que nous comprenions pourquoi, par les parents du premier convoi qui nous insultaient, qui étaient hors d'eux, qui avaient des propos que l'on ne comprenait pas immédiatement, parce qu'on ne savait pas ce qui s'était passé. Et lorsque nous l'avons appris après, on a bien compris leur comportement. Et nous également, nous avons été séparés et mis dans une pièce à part. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Enfin, je me souviens de mon cas personnel où subitement, alors j'ai senti que la mort était là. C'était quelque chose que je ne peux pas décrire. Et j'ai été pris de panique et un SS était entré, je me rappelle. Et je me suis, moi qui étais un garçon timide et réservé, je me suis mis, j'ai réussi à l'apitoyer en le suppliant, en lui disant « Je suis trop jeune pour mourir ». Et très peu de temps après, un policier du camp est venu et m'a sorti et m'a emmené près de mes parents. Et bon, il y a eu d'autres événements qui ont permis que les autres enfants, quelques jours après, soient libérés également. Je ne vous le raconte pas en détail, je l'ai raconté un petit peu, et puis il n'y a peut-être pas tellement de temps pour le faire. Mais voilà. Et donc ensuite, comment se passe le départ pour Buchenwald? Et d'accord. Comment se passe le départ pour Buchenwald et votre arrivée dans ce camp-là? Dans le camp de Buchenwald. Eh bien, l'arrivée de Częstochowa à Buchenwald ressemble, avec les wagons, ressemble un petit peu à ce qu'a décrit M. Roth. Moi, dans ma tête d'enfant, je me rappelle, ça a duré longtemps, et dans le wagon, je me racontais des histoires. Est-ce que c'était des histoires que je me racontais? Si c'était mon imaginaire ou quelque chose que j'ai entendu, je m'imaginais qu'on allait être accueilli par un chef de camp humain et que nous allions avoir des conditions meilleures. Je ne sais pas d'où me venait, si c'était des bruits ou si c'était mon imagination qui travaillait. Et puis, quand un matin, les portes ont coulissé et se sont ouvertes, et on a été accueillis par un paysage hivernal avec les chiens et les SS, bien sûr, c'était une autre réalité. Et ensuite, malgré tout, il y a eu, c'était un peu le processus de ce que racontait M. Nicolas. Déshabillé, douche, désinfection, jusqu'à ce que l'on se retrouve dans la première baraque où il y avait un petit peu de chaleur et un petit peu de sécurité. Voilà. Mais curieusement, du fait que j'avais mon grand-père, je me sentais, dans mon souvenir, à part ce moment-là, je n'avais pas peur de la mort, je ne l'imaginais pas, je me sentais en sécurité. Je suivais le mouvement, mais j'étais assez confiant. Et après, très peu de souvenirs du quotidien, simplement le réveil à côté d'un cadavre, et les cadavres devant la baraque qu'on sortait tous les matins, et les gens et les charrettes qui passaient pour ramasser les corps, voilà. Et puis, vous avez travaillé à Buchenwald? Non, je n'ai pas travaillé. J'ai assisté à quelques appels, me semble-t-il, mais autrement j'étais un peu gardé par les internés. Enfin, j'étais relativement à l'abri. Et vous avez le souvenir d'autres enfants avant le transport pour... non, pour justement, alors que je n'ai que des ombres autour de moi. Oui, monsieur.
m'entendez? Oui. Bonsoir, je m'appelle Raphaël, je suis étudiant. Et j'ai une question à vous poser à tous les deux. Donc, depuis 25 ans, la mémoire de la Shoah a rejoint la mémoire collective de la France. Depuis 25 ans, vous témoignez, et même parfois certains témoignent depuis beaucoup plus longtemps. Vous témoignez devant des jeunes surtout, vous accompagnez des jeunes dans les camps d'extermination à Auschwitz. Vous témoignez aussi pour différentes campagnes. Je pense à l'Institut national de l'audiovisuel, vous aussi, Madame Iverka. Mais la question que j'ai à vous poser, c'est une question assez fondamentale, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce que l'on vous a, qu'est-ce que vous avez fait avec ce que l'on vous a fait? Et pour reprendre une des expressions d'Henri Bulavko qui nous a quittés en novembre, existe-t-il une ou plusieurs leçons d'Auschwitz? Merci. Je vais d'abord préciser que Henri Rosen n'a pas été à Auschwitz. Non. Et que je ne crois pas qu'il témoigne énormément. Non, je ne l'ai pas fait. Voilà. Non, Donc, alors, cette précision faite, peut-être que vous pouvez répondre quand même à cette question. Mon seul témoignage, c'est ce petit récit que je raconte. Et je n'ai jamais ressenti le besoin, où ça a été déjà, il y a déjà eu tellement de témoignages. Et puis j'étais enfant avec beaucoup moins de souvenirs, et je pensais donc rajouter, encore parler des camps, des chalits, des morts, je ne rajouterai rien de particulier. Par contre, lorsque j'ai fait ce récit et que j'ai regardé les photos, j'ai vu nommer les miens, tous les disparus, là j'ai ressenti un apaisement, et je me suis dit, j'ai servi à quelque chose, j'ai sorti les miens qui, sans cela, étaient à part moi, complètement dans l'oubli, je les ai sortis un petit peu des cendres, des fours crématoires, et je leur ai donné une sépulture digne. Voilà, c'est ma seule satisfaction. Alors Nicolas, Quelle était la question? est-ce que vous pouvez reformuler juste votre question? C'est-à-dire, vous... Alors, je vais la reformuler, vous me dites si je déforme ce que vous avez dit. Vous avez repris un propos d'Henri Bulavko, qui est décédé au mois de novembre, qui a été la personne qui a porté cette mémoire Un militant de la mémoire. des dizaines d'années, et disant qu'il y a une ou plusieurs leçons d'Auschwitz qui dépendent de chacun. Donc, quelles seraient pour vous oui, et des leçons de... Je préciserai aussi que ces leçons apparaissent aussi avec vos témoignages. Dans tous les témoignages, il y a aussi cette dimension morale à laquelle on ne peut pas échapper. Voilà. Bon, moi j'essaie de vous répondre. Vous savez, quand je suis devant les jeunes qui ont maintenant le même âge que mes petits-enfants, j'essaie de leur expliquer que ce qui s'est passé à cette époque-ci, c'est des gens qui ont commis cette horreur-là, c'est des gens comme nous, qui sont faits comme nous, comme vous, et ce que je voudrais vous transmettre avant que je disparaisse, c'est vous avertir que des choses pareilles ne puissent jamais arriver, et c'est que j'essaie de leur expliquer que c'est pas trop tard qu'il faut se réveiller, qu'il faut, dès que c'est déjà des discriminations, l'aine entre les gens apparaissent, et dès que c'est commence qu'il faut intervenir, et que ce que j'ai expliqué depuis des années, j'essaie de le transmettre pour qu'ils soient avertis que c'était possible ce qui est arrivé. Et c'était possible, c'était des gens comme nous, comme tout le monde, qui étaient fanatisés, qui étaient abrutis par la propagande qu'il existait, et ils étaient capables de commettre ce qu'ils ont commis. Donc, qu'ils soient prévenus que c'était possible. Et maintenant, c'est leur tour de rendre des choses pareilles, rendre impossible que des choses pareilles arrivent. Voilà ce que j'essaie de transmettre
aux jeunes que j'amène à Auschwitz ou quand je vais dans les établissements scolaires. Oui, je voudrais prendre la parole pour dire quelques mots. D'abord, Nicolas Roth, que je connais personnellement et avec lequel j'ai des affinités. Et ce que je voulais dire concernant la déportation des Juifs hongrois qui sont arrivés à Birkenau-Auschwitz un petit peu avant moi, quelques jours ou quelques semaines, et j'ai eu l'occasion de retrouver ces déportés d'Hongrie, que je ne connaissais absolument pas, puisque moi je venais du ghetto de Lodz à Auschwitz, et je m'y suis retrouvé avec des gens dont une bonne partie ne comprenait absolument pas ce qui leur arrivait et qu'est-ce qu'ils faisaient là et pourquoi ils étaient là. Parce qu'il faut dire qu'ils ont passé les premières années de la guerre, je ne vais pas dire normalement, loin de là, mais certains, parce qu'il y avait une grande population juive qui était assimilée d'une façon très forte et très importante en Hongrie, et ils se sentaient ni juifs, ils ne se savaient même pas juifs. Et en 1944, on a retrouvé, lorsqu'un avait un grand-père, il fallait une personne, enfin, d'origine juive, était déporté, il se retrouvait à Birkenau avec des juifs qu'ils détestaient même. Ils étaient même parfois antisémites, parce qu'ils ont été élevés dans un milieu tout à fait différent. Oui, ça pouvait être. Et le seul suicide que j'ai vu pendant la déportation, même les 4 années du ghetto de Lodz, puis Auschwitz, puis Buchenwald, le seul suicide que j'ai vu, c'était un pseudo-juif hongrois qui ne pouvait pas supporter d'être avec des juifs. Et il est allé se balancer sur le fil électrique. Et il est mort comme ça. Mais oui, c'est bien possible. Vous savez, moi, j'ai été 7 mois à Auschwitz I. J'ai jamais vu de suicide. Mais j'ai rencontré, comme tu dis, j'ai rencontré d'anciens officiers de l'armée hongroise dont on a découvert que deux de grands-pères ou deux de grands-parents étaient juifs, qu'ils devaient aller sur le front russe pour lutter contre le horde bolchevique. Et quand il s'est présenté pour nommer, il était aspirant pour être nommé lieutenant avant de partir en Russie, le colonel l'appelait, il a dit « Nous avons reçu tes documents officiels et tu es considéré comme juif ». Et il racontait ça à Auschwitz, il m'a raconté également que il ne savait pas, il était absolument ignorant, et donc ils ont renvoyé de l'armée, il ne partait pas en Russie, ils ont renvoyé de l'armée, et il continuait à être un bon catholique, et il a été rappelé quelques semaines plus tard dans le bataillon de travaux forcés avec une brassard blanc, pas jaune puisqu'il n'était pas juif, mais catholique. Et il a été affecté pas loin de Budapest à une compagnie où il travaillait sur les routes. Et un jour, il a obtenu de son supérieur, qui était également de Budapest comme lui, parce qu'il était ingénieur au RATP de Budapest qui s'appelait Beskar. Il est retourné pour une permission de fin de semaine. Il a rencontré sa fiancée. Ils étaient allés à la messe comme tous les dimanches. En sortant de la messe, qu'il m'a raconté, un policier, parce qu'il y en avait, il demandait des papiers, ceux qui étaient à l'âge d'aller sur le front russe, c'est eux qui ont été demandés ces papiers d'identité, et il sortait donc de la messe, et puis il a donné le papier de permission de fin de semaine, enfin de quelques jours qu'il a obtenu, et là, le policier n'a rien compris, qu'il sort de la messe et puis il a un truc juif, des compagnies de travaux forcés juifs, il n'a rien compris, il a emmené au commissariat et il a resté 2 jours au commissariat, ils ont envoyé dans un camp et 15 jours après, ils ont mis dans un train qui allait vers Auschwitz. Il est arrivé à Auschwitz, bon, mais là-bas, ils n'avaient pas de brassard blanc, il avait le même numéro qui suivait et il était plus malheureux que nous parce que depuis 3 mois, il n'a pas appris d'être juif. Il était toujours catholique. Et là-bas, il était avec les numéros, et puis exactement comme les autres.
Et bon, mais c'est des choses comme ça. J'ai rencontré 2-3 cas comme ça à Auschwitz qui n'ont pas arrivé d'accepter qu'ils sont devenus juifs d'un seul coup, et pourquoi et comment. Et alors, il y a des tas de cas qui existaient à Auschwitz, effectivement. Vous avez dit qu'il y avait très peu de suicides dans les camps. Comment l'expliquez-vous? Et vous-même, avez-vous à l'époque songé au suicide? Jamais. Pourquoi? Je n'ai jamais songé parce que on côtoyait le mort tous les jours. Vous savez, c'était vraiment une question, on était persuadés, c'est une question de jours, question de semaines. On voulait encore vivre encore un jour, on voulait tenir le coup jusqu'à ce soir. Vous comprenez? Ce n'était pas une chose qui passait par la tête de se suicider parce qu'il suffisait de ne pas travailler devant un SS ou devant un capot et puis il vous a liquidé, il n'a pas besoin de se suicider. Enfin, je n'ai jamais vu de suicide parce que vraiment, ça n'est pas passé par notre idée de suicider parce que la mort était toujours là. Vous savez... Moi, je pense que pour avoir envie, il faut être dans un état encore suffisamment fort. Là, c'était des loques, c'était des morts vivants. Donc, c'est pas une idée qui vient quand on est dans un état comme ça. C'est ce que moi, à travers mon regard d'enfant, c'est ce que je ressens comme ça. Quand vous voyez le matin, quand il faut se réveiller, sortir de nos chalets où on était, par exemple à Dachau, et puis vous voyez que dans tel et tel et tel chalet, il y en a des gens, des corps qui ne bougent plus. On sort pour qu'on nous compte, et puis il reste dans le baraque ou dans le stube, il reste une dizaine, une quinzaine de personnes qui ne bougent plus. On n'essaie pas de les réveiller, on n'essaie pas de voir si on peut les faire vivre. On attend tant que à Dachau, on leur a mis dans la pièce où il y avait la latrine. Et le lendemain, ils étaient déshabillés, alignés. Quand on nous comptait devant nous, il y avait 5 à 25 à 35 cadavres dénudés. On comptait avec nous, on a regardé ça comme la même chariot qui nous a amené la soupe, il a embarqué tous ces cadavres. Et puis, pour gagner de la place, c'était vraiment rangé comme les bouts de bois en longueur, en largeur, en longueur, en largeur. Et puis, c'était comme ça. C'était pour chercher se donner du mal à se suicider, c'était un non-sens. Je peux me Peut-être permettre... la dernière question, remarque. Concernant les suicides, effectivement, on nous pose la question souvent, mais comment se fait-il que les suicides n'étaient pas plus fréquents dans les camps, compte tenu des conditions dans lesquelles on vivait? J'ai une analyse un tout petit peu différente. En fait, les deux remarques que vous avez faites sont tout à fait judicieuses. L'une, qu'on côtoyait les cadavres tout le temps, c'est vrai, et puis on était à peu près sûr qu'on fera partie du groupe. Et l'autre, c'est qu'on était à l'état des sous-hommes qui n'avaient même pas la possibilité d'envisager un suicide. Mais moi, je pense tout de même qu'au niveau inconscient, il y avait un autre problème extrêmement important, c'est que c'était une forme de résistance voulue, si ce n'est pas pensée ouvertement, contre les nazis allemands, en disant « vous voulez nous exterminer, vous êtes en train de le faire, mais vous n'y réussirez pas parce que certains d'entre nous vont survivre et il faut qu'ils survivent. » Et c'était un moyen pour tenir le coup. Et je pense que c'était très important de ne pas suicider, même si on en avait envie, ou même si on était à moitié mort. Merci. Moi, je crois qu'on peut remercier Nicolas Roth et Henri Rosen d'avoir accepté de raconter des éléments de leur histoire et de répondre aux questions. Puis je pense que là, vous allez signer vos livres. Ah bon? Voilà. Eh bien, merci beaucoup.